Okay, so let's get a new vision for tax, because tax has been presented to us as a very bad thing by the neoliberals. Last year we published a book, malheureusement c'est en anglais, a book with a utopian title. The title is The Greatest Invention. L'invention la plus géniale. Why? Some people think that the wheel is the greatest invention. Some people think the World Wide Web is the greatest invention. Some people think the washing machine is the greatest invention. And they are all great inventions. But tax is the way in which you and I, complete strangers, can work together to achieve our utopias, whether they're educational utopias, whether they are health utopias, whether they are to do with looking after elderly people or young people. Tax is the way in which we work in a collective fashion. It can also be a dystopian thing. If we go to war, tax plays an important part. So, tax is a very interesting thing at the heart of democracy. Oui, là, donc voilà ce livre tout récent, L'invention la plus géniale, The Greatest Invention, pas encore traduit en français, présente bien la fiscalité comme cette invention, non pas la roue, l'Internet ou la machine à laver, puisque c'est par la fiscalité que chacune et chacun d'entre nous pouvons contribuer à toutes ces choses qui font fonctionner la société. Maintenant, la fiscalité peut aussi être une source de dystopie complète. Tout est possible. Et elle l'est dans bien des cas. So I want to outline 5 ways in which we need to re-envisage the way in which tax contributes to a just society. First of all, tax can redistribute wealth and income. We know that the current capitalism creates highly polarized distributions of wealth and income. Piketty outlines the case for having a wealth tax. The case for redistributing in the current order it's unarguable. But in practice, most countries in Europe and elsewhere have abandoned redistributive tax systems, and in some countries the tax systems are positively or are completely regressive in their income. They actually distribute wealth upwards rather than downwards. And in many countries now, because of tax competition, we are entering a time when capitalism, I would call it a period of corporate welfarism, where big companies are being subsidized to invest, even though they have massive cash reserves. And this is an extraordinary situation, and it is totally dystopian, because we are now having to pay companies to invest. Subsidized capitalism. Première façon dont la fiscalité peut contribuer à une société plus juste, c'est évidemment la redistribution de la richesse, contrer ce que Piketty analyse. Or, dans la plupart des pays aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Nous sommes dans un mécanisme d'aide, de subvention aux plus grandes entreprises, aux plus riches. Donc la richesse, au lieu d'être redistribuée, remonte vers les plus riches. Secondly, tax can be used to counteract market failures. The biggest market failure at the moment, globally, lies with the energy sector, where we are subsidizing the fossil fuel sector, we're subsidizing hydrocarbon industries at the very moment when we should be making a transition to a fossil-free energy. And these subsidies have completely distorted the market mechanisms. We need to remove those subsidies, and if there is a case for subsidy, it lies with renewables, not on the other side. The other big market failures, of course, lie on the banking side, and I don't need to tell our activists that the case for financial transaction tax is undoubtedly a very strong one.
remédier aux erreurs du marché. Deux exemples, le secteur de l'énergie et le secteur bancaire. Il n'est pas besoin de nous dire à quel point il est important d'introduire une taxe sur les transactions financières et de contrôler les banques, et ce sera l'objet de la table ronde de cet après-midi. Du côté de l'énergie, pour le moment, nous subsidions des secteurs qui sont polluants, alors que nous devrions tout au contraire retirer ces subventions et les consacrer à des énergies renouvelables. Thirdly, taxes reinforce democratic accountability. When we pay tax, we expect our politicians to be accountable to us. If you look at countries where politicians gain their revenues from oil and gas, for example, Saudi Arabia, there's no accountability mechanism. But when we pay tax, we expect a degree of transparency and accountability from our politicians. And tax lies at the heart of that accountability. Et les impôts, la fiscalité, permet aussi le contrôle. S'il n'y a pas de fiscalité, il y a moins de contrôle, et c'est donc, voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce point-là. I don't need to tell you, of course, that tax also has a revenue-raising role, but the last point, and I think this is why we can be a little bit optimistic at the moment, is that the era of monetarism, the era in which the neoliberals said monetary policy is what matters, and fiscal policy can be degraded, it's not relevant by and large. If you have a fiscal policy, it's cut taxes, that era is over. We're now getting recognition from the International Monetary Fund, from the OECD, and from other global authorities that tax plays a crucial part in achieving economic balance. It can be used as a counter-inflationary tool. It can counter deflationary pressures equally. This is a very important moment, because this is the moment when we can start calling for new types of taxes to counterbalance all the negative economic factors that have been playing through. Not just the inequality and the ecological harms, but we can start talking about new investments by the state in entirely new types of infrastructure. So this does give us a moment to think about our visions. What would we like to achieve? What kind of utopias? And I'm not, unlike Bernard, I think we can be a little bit utopian, but as a strategist, I'd like to start with a vision of where we want to go and then build my strategies around that. This is the moment to start thinking about where we want to go. Bien sûr, la fiscalité permet d'augmenter les recettes, ça c'est évident, et puis c'est aussi l'outil qui permet de déterminer comment utiliser cet argent, de réfléchir à ce que nous voulons en faire, d'une part quel type d'impôt et d'autre part quels nouveaux investissements. Et on peut peut-être quand même être un peu utopique, et à condition d'avoir une vision claire d'où nous voulons aller. That's it, folks. Merci John Christensen, merci Christine pour la traduction. Je vais maintenant me tourner vers Bénédicte Magnier. Bonjour Bénédicte, bonjour. On a déjà entendu que les utopies n'étaient pas forcément si désincarnées que ça, qu'elles prenaient des racines parfois extrêmement concrètes dans l'histoire ou dans l'actualité. Alors, vous êtes essentiellement une observatrice de ce qui se passe dans le monde, mais vous avez quand même parlé de vouloir remettre à l'endroit un monde qui tourne à l'envers. Alors pour vous, quelles seraient les trois valeurs que vous proposeriez afin d'évaluer à sa juste valeur notre capacité d'action et de générer les millions de révolutions tranquilles que vous rencontrez? Alors, je voudrais juste préciser d'abord que je n'entends pas très bien
Les intervenants, parfois le son est un peu haché, donc j'espère que je ne serai pas trop décalée par rapport à ce qui est dit à la tribune. Alors, sur les trois valeurs, moi je pense que, pour reprendre les intervenants précédents, ce qui est vraiment fondamental, c'est de résoudre la question de la répartition des richesses. Quand on parcourt la planète, on se rend compte incroyable aberration de cette hyper-concentration des richesses, pas besoin d'expliquer. Quand un groupe de 67 milliardaires détient autant de richesses que la moitié de la population du globe, on voit immédiatement de quoi on parle. J'ajouterais qu'en complément, il y a une remise en question importante de nos modes de vie qui se pose. Il est impératif de trouver des modes de vie qui ne soient plus basés sur l'hyper-consommation, ce qui entraîne cette cupidité et donc cette concentration de richesses et donc cette surexploitation des ressources planétaires. Tout est lié. L'environnement, les richesses, tout est lié. La deuxième valeur qui me paraît fondamentale, que je suis française et que c'est une valeur fondamentale de la République française, c'est de retrouver le sens de l'égalité. Dans la plupart des pays industrialisés et dans les pays émergents, les inégalités de revenus ont doublé en 20 ans. Et ce déséquilibre social explique une grande partie des conflits actuels, et sans doute notamment ces radicalismes religieux qu'on voit monter. C'est à partir de frustrations sociales. Résoudre la question de l'inégalité me semble fondamental. La troisième valeur sur laquelle je pense qu'il faut réfléchir, c'est, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais c'est retrouver le vrai sens du mot valeur. C'est aujourd'hui centré sur le matériel et l'argent. Il faut se demander quelles sont les vraies valeurs pour nos vies, notre vivre ensemble et pour la planète. On est quand même dans une situation critique absolument inédite dans l'histoire de l'humanité. Si on voit tout ce qui s'accumule, le dérèglement du climat, le pillage illimité des ressources, les dérives aberrantes du système économique, l'épuisement des terres arables, l'extinction rapide des espèces sauvages, etc. Bon, tout ça nous oblige à repenser profondément le sens de nos modes de vie, de nos existences, et à y repenser vite, parce qu'il y a l'urgence, c'est qu'on est tous en train de basculer économiquement, écologiquement, etc., dans une époque critique. Alors, retrouver le vrai sens du mot valeur, c'est de se rappeler quand même qu'il vient du latin valor, et valor, ça veut dire ce qui donne de l'énergie, ce qui donne de la force. Moi, il y a une leçon que je tire des observations que j'ai faites dans le monde entier et dont je parle dans ces révolutions tranquilles qu'on voit partout sur la planète, on constate que la société civile a compris aujourd'hui qu'elle peut agir elle-même. Et elle a compris sa force collective, elle a compris ce qui lui donne de l'énergie, elle a compris ce qui la motive. Et ça peut être un levier pour changer ce qui doit être changé. Reprendre le contrôle de l'agriculture, reprendre le contrôle de l'alimentation, reprendre le contrôle des circuits de distribution, reprendre le contrôle des circuits. Reprendre le contrôle de l'habitat, de la santé, etc. Aujourd'hui, on a une société civile qui est en train de reprendre en main tous les enjeux qui la concernent. Ça se passe à petite échelle, c'est pas encore, ça reste encore peu répandu, mais ces réalisations se multiplient très très vite. Et déjà, ça permet de contourner le système économique dominant. C'est-à-dire que ça commence à dessiner les contours d'un autre monde possible. Et c'est ça, les vraies valeurs, à mon avis, qu'il faut mettre en œuvre. Merci. Ok. Bénédicte. Ok. Donc, merci Bénédicte pour ce premier tour. Je vais enchaîner avec vous toujours, si vous voulez bien, pour le second tour. Alors, par rapport à ces valeurs qui vous semblent importantes, le sens du mot valeur,
le sens de l'égalité, résoudre la question de la répartition des richesses, et ce que vous venez de dire, et ce que vous observez dans le monde entier. Pour vous, à l'heure actuelle, quels seraient les 3 obstacles à une reconnaissance de notre capacité d'action? Quels sont-ils et comment les discerner et comment les prendre en charge? Et puis alors un deuxième volet à ce second tour, c'est très concrètement ou très spécifiquement, quelle réponse pertinente voyez-vous face aux menaces des traités commerciaux tels que le CETA et le TTIP? Ça va, vous avez entendu? Oui, absolument. Les 3 obstacles que je vois à notre capacité d'action, c'est d'abord, c'est une évidence, mais c'est la puissance des lobbies, des lobbies qui sont au cœur du pouvoir, les lobbies financiers, les lobbies des énergies fossiles, le lobby pétrolier. Un seul lobby, comme le lobby pétrolier, est arrivé à prendre en main quasiment toute l'économie dans sa conception actuelle. C'est-à-dire que du pétrole dépend aujourd'hui l'industrie, les transports, le secteur de l'énergie, comment se déplacer sur ce etc. Et l'agriculture, les traitements du pétrole pour les intrants chimiques, pour l'alimentation de la mécanique agricole, etc. C'est quand même incroyable qu'un seul secteur aussi fondamental, c'est-à-dire quelques mains, qu'un seul groupe réussisse à tenir en main toute l'économie. Ça, c'est vraiment l'obstacle principal. Le deuxième, qui est tout à fait lié, quand je disais que ces lobbies sont au cœur du pouvoir, c'est vraiment la culture des élites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élites sont incapables de voir autre chose que le néolibéralisme, en dépit de tous ces échecs et de tous les désastres qu'ils provoquent. Ce qui pose quand même la question, qui est très liée, la question de la crise démocratique, c'est-à-dire la question de la légitimité des élites et de leur mode de désignation. On a certainement aujourd'hui besoin de redémocratiser les démocraties avec des outils qui sont en train de s'esquisser, qui ne sont pas encore très au point, mais qui sont en train de s'esquisser dans quelques pays, comme des listes citoyennes des élections, la participation de la population aux décisions, etc. Moi, je vois un autre obstacle, alors qui est un peu franco-français, mais qui compte quand j'observe la capacité d'initiative de la société civile partout dans le monde. Je me rends compte qu'en France, on est quand même très freiné. La société civile est freinée dans ses initiatives. Pourquoi? Parce qu'il y a une hyper-réglementation et que tout le projet de terrain qui se développe doivent obligatoirement entrer dans une case administrative. C'est-à-dire que si la correspondance administrative n'existe pas, on ne peut pas entreprendre. Les procédures administratives compliquent tout et ça prend des années. Vous avez, vous, en Belgique, des coopératives d'énergie renouvelable, des coopératives où les citoyens ont investi dans des éoliennes, etc. Ça se fait relativement facilement. En France, la première qui a voulu faire la même chose, au niveau local, en Bretagne, ça a mis 12 ans. 12 ans à se battre contre l'administration, à trouver les financements, à se battre contre EDF, qui a l'électricité de France, qui a quasiment le monopole de la distribution d'énergie, etc. Bon, c'est extrêmement compliqué. La grande différence qu'on voit avec des pays comme les États-Unis, par exemple, ou l'Amérique du Sud, et surtout les pays du Sud qui ont un très fort pragmatisme et qui développent des solutions simples, c'est que nous, on ne sait plus faire des solutions simples. Il faut revenir à une espèce de simplicité, à laisser faire les initiatives. Il est absolument vital maintenant de laisser faire la société civile, qui est la principale actrice du changement social. Ceux qui changent les choses actuellement, ce ne sont pas les élites, ce ne sont pas les entreprises, ce ne sont pas les politiques, c'est la société civile. Il est maintenant impératif de la laisser faire et de mettre à bas les obstacles réglementaires. Et
Merci Bénédicte. Et alors, concernant le deuxième volet, concernant la lutte contre le CETA, le TTIP, vous avez quelque chose de particulier à proposer? La lutte pardon, contre les accords Transatlantique. dits de libre-échange avec le Canada et les États-Unis. Alors là, je vais peut-être un peu passer mon tour parce que je n'ai pas travaillé spécifiquement sur les traités. Je sais simplement qu'il y a quand même des observatoires citoyens, des multinationales, des gens qui observent le déroulement des traités, même si pour le PAFTA, ça se passe dans l'opacité la plus complète, mais on est quand même arrivé dans l'âge, je dirais, de la société civile experte, et c'est sur cette expertise-là qu'il faut s'appuyer pour combattre ces traités argument par argument et pour développer une résistance. Je suis quand même frappée de voir qu'aux États-Unis, quand on voit dans la campagne électorale actuelle, il y a quand même un revirement extraordinaire. Les jeunes aujourd'hui, on l'a vu dans la candidature de Bernie Sanders par exemple, se détachent massivement du système capitaliste et critiquent massivement les traités, même l'électorat de Clinton a obligé finalement la candidate à se dire bah oui, les traités mis en place par son mari, notamment en parlant de l'ALENA en 1994, elle a obligé à dire bah, oui, c'est pas si bien, ça a envoyé les emplois au sud, etc. Bon, je trouve qu'il y a quand même une force de la société civile en matière critique. Maintenant, je n'ai pas travaillé techniquement sur ces traités, donc je vais peut-être laisser la parole aux autres intervenants. D'accord, merci Bénédicte. Je pense que de toute façon, nous aurons peut-être la possibilité d'avoir encore un petit échange après, parce que nous sommes largement dans les temps. Je vais me retourner vers Bernard Friot. Concernant le deuxième volet, donc vous nous avez parlé que l'utopie, ben, c'était peut-être pas forcément le moment, qu'il y avait un déjà là historique que vous nous avez pointé, qu'il y avait la fierté de l'histoire populaire, qu'il y avait une possibilité de maîtriser l'investissement par la socialisation, qu'on n'avait pas besoin du prêt à ce niveau-là. Et donc, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin et nous parler des freins que vous verriez à la mise en application de votre vision, de votre utopie, et avec le deuxième volet plus spécifique par rapport au CETA, au TTIP, est-ce que vous auriez des propositions à faire? Bah, évidemment, dès qu'on veut vivre debout, une hostilité totalement déterminée de la classe dirigeante, hein, qui criminalise tous les mouvements sociaux et qui, depuis 2001, invoque le terrorisme pour mener une guerre, la guerre tout court dans de très nombreux pays, et la guerre sociale chez nous. La classe dirigeante est absolument déterminée. Donc c'est un obstacle, bien sûr, qui suppose que nous le soyons tout autant qu'elle, ce qui n'est peut-être pas encore le cas. Entre autres, ce n'est pas tout à fait le cas parce que la classe dirigeante maîtrise le récit collectif. Et ça, c'est extrêmement important. Elle ne dit que l'enjeu du conflit social, c'est une meilleure répartition des richesses, c'est une bonne fiscalité, c'est-à-dire qu'elle nous entraîne sur la fausse piste de la répartition, alors que l'enjeu du conflit social, ça n'est évidemment ni la fiscalité, ni la lutte contre les inégalités, c'est le fait d'en finir avec la propriété capitaliste et de maîtriser la production. Tant que nous ne sommes pas les maîtres de la production, on peut faire tous les impôts qu'on veut, ça ne sert à rien. Piketty a écrit un bouquin de 1000 pages pour montrer que ça ne sert à rien. Et pour conclure, vive l'impôt. C'est donc que nous sommes dans la religion. Et une religion qui renvoie au fait que c'est la classe dirigeante qui maîtrise le récit. Et que nous adhérons à ce récit qui nous aliène. Et sortir cette aliénation, c'est long, hein, bien sûr. D'autant que, troisième obstacle, il y a une forme d'autocensure populaire. Mais on n'est pas capable. Toute l'école, toute la socialisation primaire nous prépare à ne pas être responsable. Elle nous prépare à la compétition, des machins comme ça, mais certainement pas à être responsable de l'activité économique, à diriger les entreprises parce que nous en sommes propriétaires.
c'est eux, c'est ils, c'est les autres, vers lesquels on tend régulièrement un point vengeur, ce qui est la vengeance du vaincu. Donc, sortir de cela est évidemment difficile. Et la bagarre pour que nous approprions l'appareil productif est évidemment une bagarre de long terme et très difficile. Alors, comment la mener en nous appuyant précisément à la fois sur les militants syndicaux ou politiques qui n'ont pas jeté l'éponge. Beaucoup ont jeté l'éponge, mais il y en a qui n'ont pas jeté l'éponge. Et il ne faut pas passer trop vite sur la capacité d'action que représentent les organisations de la gauche de gauche ou du syndicalisme de transformation sociale. Et puis il y a toutes ces alternatives auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, ou auxquelles je pense Bénédicte fait également allusion lorsqu'elle parle de la société civile et de ses initiatives, dès lors qu'il s'agit d'alternatives dont la motivation est extrêmement forte et qui ont une forme de radicalité dans leur mode de vie. Ils ne sont pas dans la schizophrénie que l'on trouve chez un certain nombre de militants traditionnels. Ils ont une radicalité qui fait que leur mode de vie est conforme à leur pratique militante. En s'appuyant sur ces lieux d'affirmation de l'alternative, soit sous une forme militante traditionnelle, soit des formes militantes nouvelles, nous ne nous trompons pas de cible. Nous n'attendons pas d'une meilleure répartition des richesses un salut qui ne viendra jamais par là. Si notre cible, c'est bien la propriété de l'outil de travail, et donc la capacité de décider qui produit, où, quoi, quand, alors revendiquer par exemple que les marchés publics soient réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Quand on sait combien les marchés publics sont le cœur des groupes capitalistes, ils n'existent que par les marchés publics. Si nous réservons les marchés publics aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés, alors nous sortons les coopératives et tout ça de la marginalité dans laquelle elles sont dans tous les pays du monde. C'est pas qu'en France. Et si nous faisons campagne sur l'illégitimité du prêt pour financer l'investissement et que nous organisons le non-remboursement des dettes des entreprises à hauteur de la cotisation économique que nous créons en parallèle, là aussi, nous conquérons les outils non fantasmés de l'alternative. Et pour que les personnes soient en mesure, c'est le point que je n'avais pas pu développer dans le premier tour de table et que je développe maintenant, pour que les personnes soient en mesure de décider dès lors qu'elles sont propriétaires, il faut un statut politique du producteur, il faut un salaire à vie. Il faut que le salaire devienne un droit politique, que le salaire ne dépende pas de l'entreprise dans laquelle je travaille. Parce que si le salaire dépend de l'entreprise dans laquelle je travaille, je vais fermer ma gueule, ou je vais me soumettre au petit chef, ou je vais accepter des tas de chantage, ou alors je vais l'exploiter pour que le chiffre d'affaires de l'entreprise soit suffisant pour qu'on puisse me payer. Donc le fait de dissocier le salaire du chiffre d'affaires de l'entreprise est absolument décisif, et c'est ce qu'a fait la classe ouvrière. En produisant la santé, en produisant l'administration, en produisant l'école, en produisant l'urbanisme, en produisant des tas de choses,
évidemment dans un conflit permanent avec le capital qui grignote tout ce qu'il peut, bien sûr, mais en produisant tout cela avec des personnels qui sont en situation de salaire à vie. Avec des personnels qui sont payés non pas par chaque entreprise, mais par le trésor public ou par la sécurité sociale. Eh bien, cette invention-là, nous devons la généraliser. Et de même qu'il s'agit de créer une cotisation économique dans laquelle des caisses d'investissement que nous gérons nous-mêmes se substitueront aux banques. Caisse alimentée par une cotisation qui peut être de 20% de la valeur ajoutée et qui, encore une fois, sera compensée, cotisation compensée par le non-remboursement des dettes pour l'investissement qui sont toutes illégitimes. De même, il faut créer, elle existe déjà, la cotisation salaire existe déjà, nos salaires sont pour près de la moitié déjà des cotisations. Il s'agit que 100% de nos salaires soient de la cotisation, que les entreprises cotisent à hauteur d'un pourcentage de leur valeur ajoutée et que les caisses assurent le salaire à vie. Aucune entreprise ne peut assurer le salaire à vie de ses salariés. Son horizon n'est pas assez long, bien sûr, ni ses capacités financières. Il faut donc une mutualisation de la valeur, déjà opérée dans le trésor public et dans la sécurité sociale, mais qui peut valoir pour toute la production. Toute la production doit être assurée par des personnes qui sont payées non pas par leur entreprise, mais par une caisse alimentée par une cotisation au prorata de la valeur ajoutée de chaque entreprise. Nous pouvons, là encore, je termine, faire une proposition d'une cotisation salaire qui augmente la cotisation actuelle à hauteur de 20% de la valeur ajoutée, 260 milliards pour la France, compensée par un non-remboursement de la dette. On va dire que nous sommes à plus de 500 milliards de dettes non remboursées, que nous commençons non pas à taxer le capital. Taxer le capital, c'est le légitimer. On va attendre des sous du capital. Alors, il faut que le capital ait des sous si nos ressources viennent de la taxation du capital. L'assécher, c'est tout à fait différent. Et l'assécher en même temps que nous créons notre propre socialisation de la valeur. Et donc, nous disposerons de quoi répondre aux projets tellement désastreux et tellement présents en Belgique du fait de la scandaleuse chaire ouverte de l'UCL, qui depuis 30 ans nous bassinent avec leur revenu de base. Là, nous pourrons répondre réellement à ce projet capitaliste en offrant d'une part à tous les chômeurs qui résistent à la mise sous condition de durée du chômage, en offrant un salaire à vie aux chômeurs, en offrant par la cotisation, par une hausse de la cotisation, un salaire à vie aux primo-demandeurs d'emploi, en offrant un salaire à vie à tous les jeunes à partir de 18 ans, en offrant, en remontant au niveau du salaire à vie, du premier niveau mettant à 1 500 €, toutes les pensions. Et tous les salaires qui sont inférieurs actuellement à 1 500 € par mois. En faisant en sorte que les entreprises reprises par leurs salariés n'aient pas à payer les salaires tant qu'elles n'ont pas atteint leur assiette économique. Voilà quelques idées. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a qui fourmillent. Je vous renvoie à Émanciper le travail, un petit bouquin à votre disposition moyennant 10 € à la sortie en bas, que j'ai écrit avec Patrick Zek, ici dans la salle, liégeois que vous connaissez peut-être, et dans lequel tous ces éléments-là sont développés. Nous pouvons, en étant fidèles au déjà là créé par la classe ouvrière, sortir de la défaite. Merci beaucoup Bernard. Je vais continuer le tour concernant les interventions avec John, et puis après, j'ai appris que Nadia, qui ne peut pas être présente et s'est excusée, parlera quelques minutes par l'intermédiaire d'Éric. Si tu veux bien après John. Non, je préférerais avant, parce que ça rentre juste dans la suite de ce qui vient d'être dit. Oui, mais comme on n'est pas dans un débat, mais dans un tour de table. Ok, merci. Donc je me tourne vers John et
reprends mon papier. Par rapport au deuxième volet, pour vous, quels seraient les obstacles majeurs par rapport à cette opportunité d'un Brexit, cette opportunité de l'existence de la fiscalité comme invention la plus géniale de notre humanité, de ce que nous sommes. Bon, vous en avez déjà parlé, hein, vous avez parlé de la fuite des capitaux, etc. Mais voilà, quels seraient, est-ce que vous pourrez représenter les trois freins les plus importants à l'heure actuelle? Et le deuxième volet, c'est vrai que Bernard n'a pas répondu non plus, par rapport au TTIP et au CETA, peut-être si on a le temps, on fera un très rapide tour, je ne sais pas. Je vous laisse la parole. Let me begin by saying that one of the most offensive things for me personally that I've encountered in the last 10 years has been the continual political response to economic crisis by saying we cannot achieve ecological sustainability and make economic progress. And I think that has been an intellectual and civil society failure of extraordinary proportions, above all for economists, because economists should understand that ecological failure, whether it's climate change or the complete pollution of agricultural land or whatever it is, we cannot sustain anything unless we address this ecological issue. But every country I've visited over 50 countries in the last few years, seems to have abandoned the politics of ecological sustainability in favour of economic growth, and we must address that first of all. That for me is one of the biggest obstacles to long-term sustainability. Une des choses les plus choquantes dans la réponse aux crises, c'est ce discours qui revient sans cesse, qui dit « nous ne pouvons pas financer à la fois le progrès économique et la soutenabilité écologique », alors qu'il ne peut y avoir aucune forme de développement, de survie économique sans cette soutenabilité. I have been for the last 15 years, I've been leading one of the most outspoken and successful civil society organizations. We have achieved limited success at G7 and G20 levels. And that's partly because we did not, as a civil society organization, we were not engaged in what most civil society organizations do, which is to firefight constantly. We're constantly trying to protect things rather than projecting new possibilities and a different future. I think civil society, whether it's trade unions or whether it's NGOs or even whether it's academic, has failed to articulate what the next era, the next epoch, whether it's capitalism version 5 or an entirely different model, what that might look like. We are not very good at what I describe as weather making. In other words, creating a movement for change. And I compare our weakness in this area with the extraordinary success of an organization called the Mont Pelerin Society, which for 30 years worked quietly below the surface to create the environment within which neoliberalism emerged in the 1970s and 1980s. We have not had that kind of long-term vision, and I think this is where civil society now needs to put its efforts into creating a longer-term vision of what the alternatives might be. Un autre obstacle, c'est qu'il y a une tendance dans les associations de la société civile, moi je mets le terme entre guillemets, des organisations citoyennes, à être sur la défensive, à réagir, hein, au lieu de projeter une vision de ce qui devrait être, de créer un mouvement de changement. Et c'est là qu'on voit la différence avec la société du Mont Pelerin, là où tranquillement, pendant des années, ils ont créé l'environnement qui rend le néolibéralisme une sorte d'évidence.
Ça va, vous m'entendez? Non, même Bénédicte Manet ne vous entend pas quand vous regardez vers le haut. Quand tu regardes vers le haut, il n'y a pas de micro. Ah oui, d'accord. Donc vous ne m'entendez pas là, Bénédicte. Oui, d'accord. Voilà. The enormous obstacles to progress at the moment, and here I want to link up to the current trade negotiations, whether it's TTIP or CETA or whichever. And I want to flag up, first of all, a danger, a real danger that Brexit poses. Because the UK government, the current UK government, is a government which wants to put free trade at the core of its development. I think the Great Repeal Act, which was announced this week by the government, the first step towards Brexit, is a measure not to indicate what Brexit will mean, but it's a measure which empowers the government to proceed with negotiating Brexit and with negotiating new trade agreements without any parliamentary scrutiny at all. Everything will be hidden behind the executive processes, and there will be no need for scrutiny at all. This from a government which is committed to TTIP and to CETA, or supporting CETA. Là, on peut mettre le danger que représentent les accords transatlantiques CETA et TTIP avec ce qui se passe en Grande-Bretagne suite au Brexit. Le gouvernement actuel a, dans ses toutes dernières mesures, mis en place un mécanisme qui lui permet de mener des négociations pour... ça, comme ceci, ça va mieux? Oui. 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 De poursuivre des négociations sans aucun contrôle, donc d'augmenter en fait l'opacité. For me, probably the biggest problem we face now is the democratic deficit, which was referred to earlier. I've spent 3 months, I work as a journalist a lot of the time, 3 months talking with people about Brexit, not just in Britain but elsewhere. It is quite clear that there is an extraordinary gap between our political classes and the majority of people. There has been a depoliticisation of politics for the last 50 years, a lack of political discussion, a focus on individuals, whether it's the Donald or the Hillary or the Jeremy or whatever is happening, whether it's Hollande or Le Pen. We have focused on the individuals, and we have seen, or rather the political discussion has focused on individuals, and there has been a lack of political discussion. There's been an extraordinary concentration of political power, as Benedict said earlier, into the corporate lobbies. They have taken over political power in some countries. And we have seen a movement towards nationalism rather than class politics, which has strengthened this depoliticization of politics. Accompanying that, there's a lack of transparency. Lack of transparency comes in many forms. There's the complexity of the financial services world, there's the mendacity of our press, there's the weakness of our press, there's the complete detachment of young people from reading any kind of serious newspaper or watching documentaries. And in this vacuum of information, there's a complete failure of democracy. I'll hand over there to Benedict. Un grand déficit démocratique qui a déjà été souligné, l'écart entre... Oh, ça va mieux comme ça, hein, oui. Il faut presque le manger en fait. Oui. Le lécher comme une crème glacée. Donc, Bénédicte a souligné la concentration des pouvoirs dans les mains des lobbies, qui s'accompagne en plus dans beaucoup de pays par une montée des nationalismes, et le manque de transparence qui peut se manifester de bien des façons,
qui est très évident dans l'opacité des mécanismes financiers, en tout cas ce qu'on nous dit être incompréhensible, et d'autre part la grande faiblesse des médias, et une jeunesse souvent peu préparée à lire des choses qui seraient un petit peu plus difficiles. No, I want to clarify that comment. Young people who don't know where they can get information they can trust, which is something very different. So I want to finish by going back to 2 weeks ago. I was in Liverpool at the Labour Party conference, and there is a political revolution happening in Britain, and I want to be part of that, and I am part of that. I've been an advisor to Jeremy Corbyn and John McDonnell for 15 years. What they are doing is they are completely trying to transform the Labour Party to move it away from Blair's attachment to neoliberalism, to increase the democracy by allowing the membership to have a democratic say in how the party is organised, rather than giving all the power to the parliamentary Labour Party and to the executive Labour Party, the National Executive Committee. And this is transforming politics. And this is why you will have such a strong media attack against Jeremy Corbyn and McDonnell. It's precisely because they are trying to re-engage in a genuine democratic political experience. Since Jeremy Corbyn was elected, the party membership, which has been in steep decline and was less than 100,000, is now over 500,000. And this is an active membership. And wherever we go, there are tens of thousands of people, young people, old people, everybody, wanting to engage. So I'm now convinced that the way forward lies with re-democratizing our politics by recapturing our political parties and rebuilding a grassroots membership. That is the big task we face. Bernie Sanders showed how possible it is. We need to follow that example. Oui, donc là je rectifie, il ne s'agit pas de jeunes qui ne sont pas disposés à faire l'effort de comprendre. C'était d'ailleurs une formulation fort malheureuse, mais qui, vu la complexité de l'information et la déformation de l'information dans les médias, ne savent pas où trouver une information fiable. Encore que je pense que nous reviendrons là-dessus, étant donné la vigueur des réseaux sociaux à certains égards. Le point suivant, c'était donc ce congrès de Liverpool qui marque véritablement une révolution à l'intérieur du Parti travailliste, où Jeremy Corbyn et McDonnell veulent redémocratiser le parti, d'où l'hostilité marquée des médias, parce que, enfin, ça ne se fait pas. Nous remarquons cette redémocratisation aussi à l'augmentation extraordinaire du nombre de membres depuis l'élection de Jeremy Corbyn, et pas seulement de membres qui ont une carte du parti, mais de membres actifs. Il y a partout des dizaines de milliers de militants. Merci John. Donc Eric Nemes, tu voulais nous parler un petit peu de... Non, je voulais juste toute cette dimension. Donc Nadia Salson, qui représente la Fédération européenne des syndicats des services publics, son utopie, c'était donc de vouloir des services publics efficaces, bien financés, bien gérés, basés sur des conditions de travail dignes, dans le respect des libertés syndicales et du dialogue social, qui permettent à chacun une existence décente. Et pour cela, il faut évidemment, ce qui a été dit ici, assurer des recettes fiscales équitablement prélevées. Donc, l'EPSU, effectivement, ces derniers temps,
au sein de la CES était à la pointe de la défense de nos biens communs. D'abord, ils ont mené toute la campagne sur l'eau et le contrôle de l'eau, alors que ce sont les multinationales privées qui sont en contre-jeu. Et même cette campagne-là, au niveau européen, ça n'a pas été évident. Il y a toute la campagne sur l'énergie. Il y a les interventions où nous devons reprendre le contrôle des investissements. Il y a les investissements dans le contrôle des lignes électriques, des centrales, des réseaux de communication par GSM, etc. Ce sont les grandes entreprises comme Vinci en France et des entreprises privées qui contrôlent le service public. La contrepartie syndicale n'est pas suffisamment présente, mais essaye chaque fois de maintenir, en tout cas en Belgique, on essaye de garder un certain contrôle public sur l'énergie. Et alors, il y a tout le problème de la mobilité et des trains, où ce sont les multinationales du pétrole et de la construction automobile qui arrivent à imposer une mobilité privatisée en utilisant nos manières de réagir. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on en est là? Les freins et les limites. Mais on vient de parler de redémocratiser. Tout se pose le problème de d'abord la démocratie au sein des syndicats comme institution démocratique de représentation des travailleurs et notre capacité, ici chacun, parce que les structures des syndicats sont démocratiques. Alors pourquoi est-ce que les travailleurs ne s'investissent pas suffisamment pour faire ça? Et alors pourquoi aussi beaucoup de dirigeants syndicaux n'ont pas eu la capacité dans les services publics de défendre le statut des fonctionnaires, et donc dans toutes ces fonctions où on a des gens qui étaient au service de l'usager, avec un salaire déjà socialisé, qui était vraiment un contre-pouvoir, eh bien, le reste de la classe ouvrière n'a pas été suffisamment informée, suffisamment consciente de absolument empêcher que les services publics soient rendus par des gens qui sont sous un contrat de travail privé. Et donc maintenant, on a des services publics dans lesquels il y a des gens qui sont sous contrat de travail privé, et de plus en plus maintenant, dans les services publics, on est obligé de faire comme dans le privé. On essaye, les gens qui ont des CPS, etc., essayent de maintenir leur défense de services publics avec des sous-statuts, des précaires, même des gens qui n'ont même plus un contrat de travail. Donc ça, ce sont les faiblesses sur lesquelles on doit réagir. Et donc il y a une grande responsabilité des élites dans les partis sociodémocratiques, mais aussi dans les syndicats, à avoir sous-estimé, je pense, l'ouverture à l'Est, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu une rupture, et à sous-estimer le contrôle des choses littéraires. Bon, je ne sais pas si c'est ce que Nadia aurait dit, mais je pense que c'était important de donner ça pour la suite des débats, puisqu'on va le poser. Oui, merci Eric pour cet apport qu'aurait pu probablement faire Nadia elle-même, si elle avait pu être présente. Comme il nous reste un petit peu de temps, je propose de reproposer à nos trois intervenants, Bernard, John et Bénédicte, une vraie minute d'intervention, une petite minute, 60 secondes. Je ne sais pas qui veut commencer. Je ne sais pas, il faut demander. Il y a des questions prévues? Je commence parce que je voudrais dire, et tout à fait en lien avec ce qui vient d'être dit, il est clair que défendre les services publics sans défendre le salaire à vie de la fonction publique et sans proposer sa généralisation à toute la population salariée, c'est mener une stratégie défensive de l'échec, qui progressivement amène les gouvernements à dire ben non, il n'y a plus de raison d'embaucher des fonctionnaires, des contrats à 5 ans pourraient suffire, etc. etc. Le salaire à vie existe déjà, il a fait la preuve de sa fécondité dans un certain nombre d'entreprises publiques, il existe dans la fonction publique, le salaire à vie doit être généralisé, et ça suppose qu'effectivement, comme vient de le dire le camarade,
les syndicats de fonctionnaires se battent pour la généralisation du salaire à vie à tous, et pas simplement pour la défense du service public, en oubliant que ce service doit être assuré par des personnes ayant un salaire à vie. Merci. Voilà un programme pour le reste du week-end dans cette vision-là. John ou Bénédicte? Oui. Juste un petit mot de conclusion. Je trouve qu'on reproche très souvent, et c'est un reproche justifié, on reproche au changement mené par la société civile de ne pas être visible, de ne pas constituer un contre-système organisé en quelque sorte. Le seul moyen de contrer cet argument, c'est effectivement de faire système. Et de le faire à la seule échelle où le changement est possible, à mon avis, c'est l'échelle d'un territoire. On ne peut pas changer le monde à l'échelle planétaire, c'est pas possible. On peut le faire, en revanche, à l'échelle d'un territoire et d'un millier de territoires. Sur chaque territoire, il faut maintenant faire travailler ensemble tous les acteurs du changement. Les coopératives de travail, les coopératives d'énergie pour changer de mode de production avec une autre énergie, les systèmes citoyens de financement, que ce soit le financement participatif, les banques éthiques, les coopératives citoyennes d'épargne, etc. Trouver un autre mode de production agricole, un autre mode de distribution avec des circuits courts, un autre mode de consommation. C'est-à-dire qu'au lieu de voir que tous ces acteurs travaillent comme aujourd'hui de manière dispersée, ce qui est aberrant, qui sont souvent sur un même territoire, il faut profiter maintenant d'être sur un lieu déterminé, faire converger les initiatives de changement. Et là, on peut voir un résultat assez vite. Si vous voulez démontrer qu'un autre changement est possible, qu'un autre monde est possible, il faut l'organiser. Donc la priorité, c'est ça, c'est rassembler les acteurs. Quand un territoire se transforme radicalement, le changement est visible, il prend une valeur d'exemple et d'autres territoires peuvent suivre. Quand on change l'économie de milliers de territoires, alors le changement peut atteindre une masse critique. Je crois que le seul message à faire passer aujourd'hui auprès des acteurs du changement, c'est de travailler ensemble. Ok, merci beaucoup Bénédicte. John? At this moment of crisis, I think there are deux pistes. We have two ways forward. On the right, they are pushing for more competition between states, a race to the bottom on social protections and on taxation, and more generally a deepening of the complete capture of states by corporate interests. And that competition will be entirely destructive of everything that we stand for, whether it's social protections or ecological protections or whatever. That competition will be a race to the bottom, which will destroy our democracies and all of our values. The alternative lies with the deepening of cooperation, whether it's, as Bernard has been laying out, taking over control of big enterprises, in other words, removing capitalism and its constant search for profits, which is so destructive, whether it's deepening a cooperation through a deepening of our democracy, all of these things must happen. We must articulate a vision for how our utopia deepens cooperation rather than intensifying competition. Those are the two pieces available to us, and I think we must now lay out a utopian vision of what cooperation might look like in the 21st century, whilst at the same time explaining that this race to the bottom will destroy everything that we stand for. Nous nous trouvons donc à un moment de crise avec deux pistes devant nous. Soit les entreprises transnationales, corporations en anglais, continuent à étendre leur pouvoir, à renforcer la compétition dans la compétition et donc à manger les pouvoirs publics, la sphère qui reste au pouvoir public, et c'est là
une direction qui détruit absolument tout ce pourquoi nous battons, ou alors nous renforçons la coopération, et ça passe peut-être par ce que propose Bernard Friot, vraiment le contrôle radical de toute la production, mais aussi le renforcement de la démocratie. C'est par là que doit passer notre vision pour l'avenir. Merci beaucoup, John. Merci à Bénédicte encore, à Bernard également. La table ronde s'achève ici. Je vais redonner la parole à Élise pour présenter le lien entre ce qui vient d'être présenté ici et les ateliers qui enchaînent, après une petite pause. Exactement. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants, parce que je crois que... Ouais, applaudissons-le. Et donc là, voilà, je vais beaucoup vous frustrer parce qu'on a fait le choix de ne pas vous laisser poser tout de suite des questions aux intervenants, en fait de ne pas vous laisser poser des questions aux intervenants, et plutôt de discuter de ces sujets dans les débats mouvants qui ont lieu de 12 à 13 dans 3 salles différentes. Et le cœur de ces débats mouvants, c'est quelque chose qui a été pas mal évoqué dans cette table ronde, en tout cas qui pour moi est sous-jacente. C'est la grande question en termes crus de la réforme ou de la révolution. C'est un moment, quand on rêve et qu'on se confronte à un système, c'est quoi notre stratégie? On en a pas mal parlé. Et du coup, on a décidé de arbitrairement 3 thèmes sur lesquels on avait envie de continuer la réflexion. Donc c'est pas tout à fait arbitraire non plus, parce que les 3 thèmes sont travail, écologie, économie et démocratie. Donc vous voyez qu'on n'est pas parti très loin pour trouver ces thèmes. Et je reviendrai sur ces 3 ateliers juste après, parce que je veux refaire un point sur les post-it qu'on vous a donnés. Vous avez ces post-it, vous avez les thèmes d'atelier où mettre les initiatives. Là, des petits tableaux avec marqué vos utopies. Et l'idée, c'est que si jamais vous n'êtes toujours pas inspiré, normalement, ceux qui avaient de l'inspiration l'ont déjà fait, ceux qui n'en avaient pas trop ont écouté, et avec un peu de chance, là, pendant la pause, vont pouvoir le faire et le mettre. Et puis sinon, n'hésitez pas, dans les fardes, il y a les utopies de tous les intervenants du week-end. Donc si vous voulez copier, vous pouvez toujours regarder, et puis après, ou lire après pour le savoir. Donc ça, c'est la partie post-it, et c'est important parce qu'en fait, on les réutilisera après. C'est aussi intéressant pour vous parce que il est possible que là où vous mettiez votre post-it, ce soit l'atelier où vous avez envie d'aller. Après, vous pouvez aussi nous dire tout n'est pas déconnecté dans la vie, donc il y a des liens entre les différentes thématiques. Et donc, les 3 thématiques. Il y a la thématique du travail et toute la question du rapport travail-emploi, comment on se positionne à ça. Comment est-ce qu'on rêve le travail, notre rapport au travail et l'aspect très concret de cette question. Donc ça sera animé par Eric et par Brock. Si jamais je vous frustre dans ma description, n'hésitez pas à dire un mot. Donc, sous forme de débat mouvant, les 3 ateliers, pour nous donner l'espace de discuter avec tout ce qu'on a entendu, comment on rêve et on agit après. Le travail nous amène, alors là on a fait un peu compliqué, à l'oikos, parce que en fait c'est la racine commune de écologie et économie, et pour nous ça avait du sens de se rappeler que, comme on en a parlé pendant le débat, enfin pendant la table ronde justement, c'est pas nécessairement opposable, écologie et économie. Souvent on nous les présente comme deux choses qui ne se rencontrent pas, mais en réalité ça reste quand même la gestion et la science du foyer, de la maison. Et alors, c'est souvent quelque chose qui est rappelé par Vandana Shiva aussi, pour parler un peu de féminisme et dire que écologie, économie, c'est aussi la domination de l'homme sur la femme et sur la terre. Donc ça, c'était la petite parenthèse très personnelle, parce que je ne crois pas que l'atelier parlera trop de ça, mais cet atelier-là, c'est plus pour se dire comment on fait le lien entre écologie et économie, et comment on avance ensemble pour rompre l'idée qu'il y a une fracture entre les deux et que ça s'oppose. Et enfin, l'atelier sur la démocratie qui sera animé par Franco, qui je ne n'est pas là, et par moi, qui du coup peut vous en parler. C'est sur vraiment la question
de la démocratie représentative ou d'un basculement dans un système. Enfin, en gros, la démocratie représentative peut-elle être démocratique, ou est-ce qu'il faut penser un autre système pour qu'il y ait une démocratie? Donc ça, c'est nos ateliers. Je vous rappelle, l'idée, c'est que vous faites vos petits post-it, vous les posez, vous allez boire un café et vous revenez. Donc tout est marqué dans votre farde pour redire quand même, démocratie, on va rester ici. Écologie, économie, c'est aux moyens physiques. Et travail, c'est au S100. C'est ça? R30. Non, R30. 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 Toute personne étant allée au S100, ça va vilipender. Donc R30, moyens physiques, et puis ici. Donc tant que j'ai... Alors, oui? Insister sur le fait qu'il y a des stands au sous-sol. Oui. Donc quand il y a des pauses, ne nous laissez pas tout seuls là-bas en bas. En général, on se connaît en plus, on a déjà beaucoup discuté ensemble. Donc c'est cool d'avoir des gens qui viennent un peu voir ce qu'on a proposé.